C'était Miss Est. Bonjour Cécile Renoir. Bonjour. Vous êtes religieuse de l'Assomption, philosophe, théologienne et puis aussi économiste, pourrait-on dire. Vous enseignez à l'École des Mines à Paris, au Centre Sèvres et dans bien d'autres endroits encore. Et vous avez déjà publié de très nombreux ouvrages de pourquoi il faut plafonner les revenus, qu'on offrira bientôt à Philippe Bagnères aux éditions Montparnasse. Et vous publiez en ce moment Éthique, entreprise, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire aux éditions de l'Atelier. Bonjour Stéphane Veillère. Bonjour. Vous êtes directeur, vous, de la SCOP Copanam depuis 2005. SCOP Copanam, c'est Alors, SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, nous essaierons de parler et de comprendre, au fond, de quoi il retourne quand on évoque ces âmes pour qui certains fera le bien de l'humanité tout entière, le SS, l'économie sociale et solidaire. En effet, à partir de demain, le Sénat va explorer le projet de loi de Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire qui ambitionne de créer des milliers d'emplois dans ce secteur, mais dont une disposition notamment a été vertement critiquée par le patronat. Pour commencer, je voudrais tout de même, Cécile Renoir, comprendre un peu d'où vous venez. Vous n'êtes pas encore totalement une star des médias, vous n'avez pas l'aura de Sharon Stone, mais ça pourra venir, qui sait, si votre combat contre la mauvaise finance réussit. Éthique à entreprise, dites-vous. Vous avez choisi, quand on lit vos portraits, on lit que vous êtes notamment dans Prière. Vous êtes fille de diplomate et dotée d'un brillant parcours universitaire, ce dont témoignent tous vos CV. Et lit-on toujours, vous étiez promu à un bel avenir, mais patatras, vous avez préféré l'Église à la finance. Grosso modo, vous avez eu le choix sans doute dans votre vie à un certain moment de faire beaucoup d'argent chez Goldman Sachs. Et vous êtes religieuse de l'Assomption. Oui. C'est raté. Oui, raté. Alors en fait, j'ai fait une expérience assez extraordinaire en sortant de l'ESSEC, il y a maintenant presque 25 ans. Il faut préciser que vous avez fait bien sûr l'ESSEC. Voilà. Et là, j'ai fait un voyage sac au dos autour du monde avec des amis, animé par le désir de connaître un peu mieux le monde dans lequel je vivais, et avec des expériences très marquantes, notamment dans un camp de réfugiés cambodgiens en Thaïlande. Vous me parliez tout à l'heure du Père Sérac. Alors c'est là que vous avez rencontré le fameux Père Sérac, jésuite. Voilà, une figure extraordinaire et qui justement prenait complètement dans sa personne les conséquences sociales de l'Évangile, de sa foi, le caractère indissociable de l'amour de Dieu et de l'amour de l'autre. Et cette expérience a été pour moi très marquante. Et puis, elle a été suivie en Argentine par un séjour dans une communauté de l'Assomption et un travail dans un bidonville où était mené un programme de la Caritas pour aider des gens de ce bidonville à construire leur maison. Et là, j'étais très frappée à la fois par l'immense pauvreté, mais aussi une espérance vécue par ces familles et une espèce de joie de vivre. Très très marquante. Et puis l'autre chose, c'était de se dire comment est-ce que moi, mes compétences, je vais pouvoir les mettre au service d'un projet professionnel qui ait vraiment du sens. Mais si vous n'aviez pas fait ce voyage, vous seriez aujourd'hui chez les Lehman Brothers ou Goldman Sachs? Sûrement pas dans la finance, parce que c'était pas la matière qui était celle que je préférais à l'époque. Et donc j'aurais peut-être été dans une grande entreprise multinationale, c'est vrai. Je pense que j'avais quand même cette idée d'une interrogation autour de ce qui fait profondément le sens de l'existence. Alors, je ne dis pas du tout qu'on ne puisse pas trouver le sens dans une activité, dans une multinationale ou dans une banque. Je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes et femmes de bonne volonté qui travaillent dans ces organisations sont amenés à se poser de bonnes questions sur les dysfonctionnements de ces structures. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour lier cette interrogation sur ce qui se passe en dehors de ces entreprises et ce qui se passe à l'intérieur, et essayer de faire en sorte que justement l'économie tout entière, là ce que rappelaient certains textes comme des déclarations récentes du pape François, toute l'économie et toute la finance sont appelées à être traversées par une visée éthique. Vaste programme. Attendez, Cécile Renoir, avant de nous faire de la publicité pour le pape François, il faut dire qu'il y a quand même une généalogie importante qui peut-être vous prédéterminé à faire ce que vous faites. D'accord, la rencontre avec le Père Sérac qui fait qu'au retour de votre voyage, vous n'allez pas dans la banque, mais dans la vie religieuse. Mais enfin, tout de même, vous êtes la petite fille de Lucien R. Arrière-petite fille. Arrière-petite fille de Lucien R. Oui.
cofondateur de l'Humanité, qui fut longtemps bibliothécaire de l'École normale supérieure, qui a formé de très nombreux philosophes. Il est cité par Péguy, il est cité par Paul Nizan, par de très nombreuses personnalités. Mais enfin, tout de même, voilà, fibre sociale. Lucien R, un des pères du socialisme moderne, on va dire, lecteur de tout, de Marx jusqu'aussi aux textes religieux. J'imagine que ça a compté. Oui, ça a compté. Je pense que c'est une figure magnifique qui invite à travailler pour une société plus juste. Alors lui, sans référence explicite à Dieu, il avait même une relation compliquée à l'Église, mais dans le cadre de la fin du 19e siècle, relation entre l'Église et l'État qui n'était pas simple. Mais c'est vrai que c'est une figure magnifique et voilà, qui a été pour moi très inspirante. Léon Blum déclarait « Ce fut Lucien R qui cristallisa toutes les tendances diffuses qui étaient en moi et c'est à lui que je dois d'avoir opéré une réorientation profonde de ma conception individualiste et anarchique du socialisme. » Léon Blum qui parle de votre arrière-grand-père. Hein, oui, Léon Blum, Jaurès en parle comme d'un éveilleur des consciences. Parce que c'est une belle manière de parler du rôle aussi de l'intellectuel dans la cité, de ce que son rôle pourrait être et devrait être sans doute. Et Charles Péguy disait « Il fut un des maîtres de notre jeunesse, certainement le plus pur et le plus ardent. » Alors est-ce que du coup, vous, quand vous écrivez votre livre Éthique et entreprise, pourquoi les chrétiens ne doivent pas se taire, vous auriez pu mettre comme titre « Mon ennemi, c'est la finance », Cécile Renoir. Alors, l'enjeu, c'est que la finance soit au service de l'économie réelle, et que l'économie elle-même soit au service du vivre ensemble, comme on dit, du bien vivre ensemble, aujourd'hui et demain. C'est de cette manière-là, d'ailleurs, que je définis la démarche éthique. Ce souci, alors là, je reprends aussi la définition qu'en donne le philosophe Paul Ricoeur, parce que je la trouve très juste, la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Donc je trouve que cette formule a le mérite d'articuler la question de la responsabilité individuelle et la question des structures et de l'interrogation sur la justice des structures. Voilà. Et il me semble que l'interrogation sur la finance, sur l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, doit permettre d'inviter les gens à développer des projets, et ça on va beaucoup en reparler avec l'économie sociale et solidaire, qui soient des projets justement porteurs de sens pour ceux qui les développent et pour d'autres, donc toute la question de l'utilité sociale de l'activité économique. Et dans ce sens-là, la finance, en soi, il ne s'agit pas du tout de diaboliser la finance ou quoi que ce soit, c'est dire que l'enjeu, c'est que la finance ait sa juste place au service de ces institutions. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien la contradiction porté par un modèle financiarisé à très court terme, qui est complètement contradictoire avec des options de long terme, dont sont porteurs notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais dont il faudrait que ce soit aussi l'objectif de toute forme d'entreprise. Vous me corrigez si je me trompe, il y a des encycliques sur la finance ? Des encycliques. Alors, je pense que le poids de la finance même si le pape François, début septembre, a failli dire lui aussi « Mon ennemi, c'est la finance ». Oui, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'interrogation autour des critères de société plus juste et des critères, on pourrait dire, économiques, ils sont portés, on pourrait dire, depuis par les traditions religieuses, d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Je reprends des fortes phrases de Saint Jean Chrysostome, père de l'Église, qui disait « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. » Alors, ce qui ensuite a été repris par les différentes encycliques sociales, comme sous la formule la destination universelle des biens, c'est-à-dire que la propriété privée n'est pas du tout un absolu. L'enjeu, c'est de pouvoir contribuer les uns et les autres au partage et à la jouissance de ces biens communs. Ce qui suppose alors de faire en sorte que justement la finance, parlons d'elle, soit au service de ce type de projet. Alors je pense que l'encyclique qui en parle le plus, même si c'est encore, je pense, insuffisant par rapport à l'hypertrophie de la finance dans notre monde, c'est Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, dans lequel il souligne très fortement l'enjeu qu'il y a à ne pas faire des questions de responsabilité des entreprises, des questions d'investissement socialement responsable ou autres, des pratiques marginales à côté on pourrait dire du business as usual, c'est-à-dire des modèles économiques tels qu'ils fonctionnent. Voilà. Donc là, et puis évidemment, les déclarations récentes du pape François vont dans le sens une interpellation très forte des dirigeants, d'ailleurs qu'ils soient politiques et économiques,
pour réglementer, encadrer les pratiques financières. Alors, responsabilité, encadrer, Stéphane Veillère, est-ce qu'il y a au fond, vous qui justement travaillez dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'il y a des choses là, dans ce que dit notre invité avec vous, religieuse de l'Assomption, est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez dans vos préoccupations, vous justement de dirigeants d'une SCOP, la SCOP Copanam? Oui, bien sûr, mais je trouve très intéressant qu'on puisse avoir ce dialogue-là, parce que l'économie sociale et solidaire telle qu'elle existe aujourd'hui, avec ses contours un petit peu flous, elle est très structurée, très profondément, par deux courants de pensée, en tout cas en France, qui sont d'une part le christianisme social et d'autre part le socialisme et le mouvement ouvrier. Et le christianisme social est une part importante de la composition aujourd'hui de l'économie sociale et des entreprises et aussi des personnels, je dirais presque, avec notamment, c'est assez rigolo quand vous regardez la sociologie des grands dirigeants de mutuelles ou de banques coopératives, etc. Il y a une filiation par les JOC, par le FSU, par le PSU, excusez-moi, par le PSU, par la CFDT première formule, qui est extrêmement marquée. Voilà. Moi, je viens plutôt de l'autre tendance. Ouais. Mais c'est bien ça la diversité, cela dit, justement, de ce qui caractérise l'économie sociale et solidaire. Il y a deux courants. C'est pas forcément, on va dire, en plus, ça n'est pas forcément un courant obligatoirement de gauche, contrairement à ce qu'on raconte. Elle l'est souvent. Elle l'est souvent, mais pas seulement. Elle l'est souvent. Elle conjugue à la fois responsabilité et aussi quelque chose qui a trait au libéralisme. Ah, alors, ça c'est toutes les difficultés, et à l'intérieur de ces milieux de l'économie sociale et solidaire, on se dispute souvent du contour des frontières, de qui est dedans, qui est dehors. La loi dont vous parliez il y a quelques instants, présentée par Benoît Hamon au Sénat, qui sera discutée au Sénat dans les jours qui viennent, est une loi qui essaie de définir un périmètre dans lequel finalement on retrouve trois grandes composantes. Pour faire simple, je vais essayer d'être un petit peu pédagogique, mais trois grandes composantes qui finalement ont des histoires et des logiques qui sont très différentes les unes vis-à-vis des autres. Il y a une première logique... Nous donnerons des exemples dans la deuxième partie, oui, justement, avec bien sûr. quelques reportages. Il y a une première histoire, une première logique qui est celle de l'économie sociale. C'est-à-dire de cette idée qui vient du milieu du 19e siècle, que l'on peut constituer des entreprises sous forme de sociétés de personnes et pas de sociétés de capitaux, donc mutuelles, coopératives, associations. Tout ce qui rentre juridiquement dans cette catégorie-là relève de l'économie sociale. Il y a une deuxième logique qui est celle de l'économie solidaire, qui est apparu dans le milieu des années 80, un peu d'ailleurs sur le recul de l'économie familiale, confessionnelle, voilà, et qui est une économie de la réparation, une économie du travail social, avec les entreprises d'insertion, etc. Et puis il y a une troisième composante qui est apparue beaucoup plus récemment, qui est celle de l'entrepreneuriat social ou du business social, dont on pourra reparler aussi, qui elle s'inscrit parfaitement dans le capitalisme et utilise les outils et les méthodes et les personnes du capitalisme pour essayer de marchandiser les questions sociales. Quelques chiffres, pas trop pour s'y retrouver. Grosso modo, vous me corrigez s'ils ne vous semblent pas exacts, il y a 200 000 établissements qui fonctionnent sous ce régime d'économie sociale et solidaire. Ça représente 2,3 millions de salariés en France, un emploi privé sur 8 en 2012, 9% de la population active en France. En comparaison, c'est une fois 5 de plus d'emplois que le secteur de la construction et 4 fois 5 plus d'emplois que de l'agroalimentaire. Une masse salariale qui pèse près de 53 milliards d'euros. Et l'économie sociale et solidaire a représenté 23% des nouveaux emplois contre 7% pour l'économie traditionnelle. C'est promis à croître et à embellir, ou est-ce que c'est tout de même quelque chose qui ne restera que marginal par rapport à la finance et en général? Si on est dans Stéphane Veillère. Oui, si on est dans des logiques quantitatives, personne n'a la réponse à cette question-là. Les chiffres que vous donnez, par exemple, sont constitués essentiellement, quand on parle de l'emploi, des personnels, des grandes mutuelles, des grandes banques coopératives, des grandes coopératives agricoles, etc. Donc, quel est l'avenir de ces secteurs-là? On peut en discuter pendant très longtemps. Au départ, c'est vrai, Cécilie Renoir, on se dit économie sociale et solidaire. Ça ressemble un peu au jeu de rayer la mention inutile. Non, mais ce que je trouve extrêmement intéressant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et dans la force de proposition qu'il peut représenter pour la compréhension de ce qu'est l'économie en général, on parle d'utilité sociale comme étant la raison d'être de ce secteur. Mais en réalité, on marche un peu sur la tête parce que, en soi,
tout modèle économique devrait être au service d'une utilité sociale. En principe, tout entrepreneur qui essaye de développer, de fabriquer un bien, un service, c'est censé être un bien ou un service utile à la société. Or, c'est ce que j'essaye de développer dans le livre, c'est donner des critères qui peuvent être des critères, en fait, qui rejoignent... Mais il y a un très bon critère pour ça s'appelle le profit. Alors justement, alors là on passe à un autre élément qui est de se dire quelle est la finalité de l'entreprise. Est-ce que c'est l'utilité sociale? Est-ce que c'est le profit? Donc, le profit doit être vice d'un projet qui a une utilité sociale avérée. À suivre votre réflexion, Cécile Renoir, Stéphane Veillère, dans la deuxième partie des Matins de France Culture, qui, comme chaque jour, vous le savez, est introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Justement, je voudrais parler, moi, de la forme de la coopérative ouvrière de production, parce que dans notre étrange pays où il est plus facile de trouver des clients qu'un patron aujourd'hui, est-ce que c'est pas une deuxième chance pour l'autogestion? Je sais bien que c'est une formule qui est pour l'instant ultra marginale, mais est-ce qu'elle ne mériterait pas d'être un peu développée? La chronique, 8h16, l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Oui Marc, a priori, le mois de l'économie sociale et solidaire, en ce moment, ça laisse sceptique. Ça rappelle la journée de la femme, la journée sans tabac, la quinzaine de l'innovation ou encore l'année de la foi. Le regretté Philippe Muret n'avait pas de mots assez ironiques pour fustiger la tendance de la société du spectacle à nous festiviser, à noyer la réalité dans l'événementiel, d'autant que le tiers secteur ou encore l'économie sociale et solidaire est un concept assez vague et donc un fourre-tout pavé de bonnes intentions. Pensez donc des activités dont la raison d'être va du commerce équitable à la réinsertion des sans-logis par le travail, en passant par la finance éthique et l'assurance. De quoi s'agit-il? Une lucrativité limitée et une gestion désintéressée. Bref, une grande pudeur du côté de la profitabilité, même s'il faut quand même investir, comme dans n'importe quelle entreprise, rembourser ses emprunts et même payer décemment ses salariés, ce que certaines associations oublient parfois. En outre, des formes de gestion réellement démocratiques, une vraie gouvernance à laquelle participent de manière égalitaire tous les employés, le tout pouvant prendre au choix la forme juridique de l'association, de la coopérative, de la fondation ou de la mutuelle. N'est-ce pas l'utopie enfin réalisée, un capitalisme épuré, sans actionnaire ni profit, l'activité économique au service du social, la production et la solidarité enfin réconciliées? Qui n'en rêverait? Alors qu'est-ce que la loi Hamon va changer pour notre tiers secteur, pour l'économie positive, comme disent certains, pour l'ESS, comme il est convenu de l'appeler désormais? Eh bien, outre le fait que le projet de loi de Benoît Hamon aboutit à la création d'une haute autorité supplémentaire, le Conseil supérieur à l'économie sociale et solidaire, on frôle l'hyperinflation dans ce domaine, il s'agit surtout de tenter de fixer les règles dont le respect permettra d'obtenir un label ESS. Les entreprises l'ayant obtenu seront dès lors éligibles au crédit de la Banque publique d'investissement, laquelle disposera d'un demi-milliard d'euros spécifiquement destinés à l'investissement dans le secteur social et solidaire. Le ministre souhaite aller au-delà en canalisant vers l'ESS une part importante de notre épargne, des livrets A, des livrets de développement durable. Les critiques, elles portent sur le flou juridique de l'appellation. Les exigences énumérées par le projet de loi sont vagues. Je cite, il faut la poursuite d'un but autre que le partage des bénéfices ou encore une gouvernance démocratique. Ce flou juridique permet de gonfler artificiellement le poids réel du secteur en y faisant entrer des entreprises comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, les coopératives agricoles ou Groupama, entre autres. Tout ça fait partie de l'ESS avec égalité avec Emmaüs ou Oxfam. Mais ce qui hérisse le patronat dans ce texte, c'est une disposition qui concerne, au-delà du secteur de l'économie sociale et solidaire, toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Il s'agit de l'obligation pour le chef d'entreprise qui a décidé de vendre, d'informer les salariés 2 mois à l'avance. Alors cela leur permettra de faire une offre concurrente et éventuellement de se lancer dans la reprise de leur propre entreprise sous la forme de coopérative. Chaque année, d'après le ministre, 500 000 emplois sont perdus dans des entreprises en bonne santé parce que personne ne veut les racheter. Alors oui, pourquoi pas ne donner une chance à leurs employés de les sauver en devenant leur propre patron? On produit, on vend, on se paye, comme disaient les LIP dans les années 70. Pourquoi pas une seconde chance pour l'autogestion? Le statut d'auto-entrepreneur est un grand succès. Près d'1 million de Français l'ont adopté, dont de nombreux chômeurs qui, je le disais tout à l'heure, ont compris que dans notre étrange pays, il est plus facile de trouver des clients qu'un patron qui accepte de vous embaucher. Alors pourquoi ne pas étendre la logique de l'auto-emploi à des PME entières? La chronique de Brice Couturier, à télécharger et réécouter sur franceculture.fr. Commentaire à cette chronique, Cécile Renoir, Stéphane Veillère.
Stéphane Veillère. Oui, je crois qu'il y a une vraie... il n'y avait pas de loi du tout définissant un périmètre pour l'économie sociale et solidaire. Donc c'est fait, je crois qu'il y avait une revendication d'une immense proportion des acteurs de ce secteur-là pour avoir une forme de reconnaissance. Et au moins, ça apporte ça met un coup de projecteur sur un certain nombre d'entreprises, et c'est toujours ça de prix. Ça officialise quelque chose Ça officialise quelque chose, vous l'avez dit dans votre chronique, je crois que l'essentiel est en effet de tracer un périmètre pour pouvoir permettre derrière de la politique publique. Donc ensuite on peut discuter pendant très longtemps du contenu de cette loi. Elle a au moins le mérite d'exister. On aurait pu espérer quelque chose de plus ambitieux, voilà, ça a provoqué beaucoup de débats dans les milieux, mais au moins elle existe. Cécile Renoir. Oui, je crois qu'aussi, ce qui a été important dans l'élaboration de cette loi, c'est le fait qu'elle a impliqué différents types d'acteurs de ce secteur, et que du coup, elle est aussi le fruit d'un consensus, d'une réflexion partagée. Il y a un point qui n'a pas été mentionné, je crois, qui est assez intéressant, c'est justement l'idée de revitaliser les territoires en mettant ensemble des acteurs aussi divers que des élus locaux, des collectivités territoriales, des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, des entreprises classiques, et les faire travailler ensemble pour contribuer à la revitalisation de territoires. Alors, il y a des très bons exemples de ça. J'imagine que là, ceux qui sont plus experts du domaine pourront en parler. Mais par exemple, on sait l'exemple du groupe Archer dans la Drôme, qui est, je crois, vraiment un modèle du genre. Pour quelle raison ? Le fondateur du groupe Archer, Christophe Chevalier, a réussi à fédérer justement à la fois les collectivités, des élus locaux, pour contribuer à revitaliser le secteur de la chaussure dans cette région et essayer de faire redémarrer un certain nombre de secteurs, de faire venir des entreprises dans différents domaines. Je crois à la fois la cosmétique biologique et des domaines extrêmement variés. Il y a une région en Espagne qui ne vit que là-dessus, c'est Mondragón en Espagne, qui est une région où les ouvriers ont pris en charge un certain nombre d'entreprises qui avaient fait faillite. C'était sur une base, d'ailleurs, c'était des religieux au départ qui sont à l'initiative de cette région, ouais, décidément. C'est toujours les socialistes non marxistes à la Proudhon ou des associations caritatives qui sont à l'origine de ce genre de choses. Et Mondragón ne marche que là-dessus. Toute la vallée est entièrement entre les mains de ces employés qui sont eux-mêmes les actionnaires. Est-ce qu'il faut en déduire, Stéphane Veillère, que cet exemple de Mondragón est un exemple qui aussi, au fond, est une alternative, voire une sorte, le mot est peut-être trop fort, de remède à la crise, par exemple, économique qui a lieu en Espagne en ce moment? Ouais, alors c'est dommage qu'on parle de Mondragón aujourd'hui parce que c'est très ironique, mais l'entreprise phare de Mondragón, qui est le groupe Fagor, est en train d'être liquidée. Voilà, donc voilà, et on peut tourner le problème dans tous les sens. Quand on fait de l'électroménager et aujourd'hui en Espagne, et on vend plus une seule pièce depuis des années, voilà, tous les mécanismes de solidarité ont fonctionné pendant des années, mais là on arrive au bout du bout. C'est ce qui était, on peut citer aussi dans les grands exemples historiques de cette économie sociale, ce qui s'est passé en France avec Gaudin et avec les Paul Gaudin pendant 100 ans. De la même manière, en 1968, ça a fini par mettre la clé sous la porte, tout simplement donc, parce que le Pôle en fonte... c'est pas un remède à la faillite. Ce n'est pas un remède à la faillite, et je crois que ça serait... Alors, c'est pour éviter de faire tout angélisme aussi. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, et puis au fond, en quoi aussi elle a ses limites. Moi, je crois qu'en effet, le projet de loi est très axé vers la défense de l'emploi, et il y a derrière l'idée évidemment de politique publique en faveur de l'emploi, et derrière les scopes on voit aussi l'occasion de pouvoir réancrer de l'emploi sur le territoire, ne pas le délocaliser, etc. Moi je trouve que c'est peut-être passé à côté de l'essentiel, qui est qu'on a là dans ces formes d'entreprise des formes de rapport à la propriété qui sont tout à fait différents de ce que l'on a dans le capitalisme classique, c'est-à-dire de la pleine propriété. Dans le capitalisme on a des formes de rapport à la propriété qui tiennent de l'usufruit, de l'usage, du bien commun, et il est sans doute nécessaire de travailler cette question du rapport à la propriété pour inventer l'économie de demain. Donc je ne sais pas si l'économie sociale et solidaire telle qu'elle est définie dans la loi est appelée à se développer en tant que telle. Je sais que les fondements de l'économie sociale et solidaire, qui sont un rapport à la propriété différent et donc un rapport au pouvoir, un rapport au travail différent, seront des questions qu'il faudra aborder pour inventer l'économie de demain. Moi je ne saisis pas une chose très clairement, Stéphane
Veiller. La définition de l'économie sociale et solidaire, version Benoît Hamon, est tout de même très très large, puisqu'elle englobe le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, Groupama ou Système U. Oui. Ça, ce sont des groupes capitalistiques classiques, non? Alors, vous avez des sociétés de personnes, donc qui constituent l'économie sociale traditionnelle, et les entreprises que vous venez de citer en font partie. Ensuite, les personnes qui peuvent être regroupées au sein d'une coopérative, ça peut être des personnes physiques ou ça peut être des personnes morales. Et puis, rien ne présume à partir du moment qu'on a créé une société de personnes qu'on va la faire fonctionner selon des principes démocratiques exemplaires. Voilà, donc oui, on peut citer à l'envi un certain nombre d'entreprises de statutairement d'économie sociale qui sont très peu dans une logique d'utilité sociale. En sens inverse, et c'est ça qui pose davantage problème, c'est que la loi intègre à l'intérieur du périmètre de l'économie sociale des entreprises tout à fait classiques qui se proposent sur des marchés et avec des logiques de marchandisation tout à fait classiques d'intervenir de manière à apporter des réponses de marché à des questions sociales. Ça pose davantage problème. Cécile Renoir. Ça pose problème à certains égards, mais en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que les critères précisément qui définissent le secteur de l'économie sociale et solidaire, à mon sens, ils rejoignent largement une interrogation plus large qui devrait être portée sur le secteur de l'économie tout à fait classique, c'est-à-dire l'idée d'une réflexion sur le partage de la valeur créée, l'idée d'une lucrativité limitée, ou autrement dit, comment le profit est au service d'un projet d'entreprise, de réinvestissement, d'un partage juste de cette valeur au profit non seulement des investisseurs, mais aussi du travail. Ce qui rejoint un deuxième critère pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est la question des écarts des revenus, de les limiter. Ça, je pense que c'est un énorme sujet. C'est assez intéressant que la prochaine votation en Suisse, fin novembre, à l'initiative des jeunes socialistes suisses, on envisage de limiter dans les entreprises l'écart des salaires de 1 à 12. Ce qui est tout à fait intéressant parce que c'est significatif d'une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à creuser ces écarts à l'infini dans les grandes entreprises. Et puis, toute la question du mode de décision participatif. Alors, c'est vrai que la formulation est assez vague. Gouvernance démocratique, comment faire? Il n'empêche que ça rejoint bien une interrogation aujourd'hui autour du rôle, ce qu'on appelle les parties prenantes. Comment faire pour favoriser des formes de gouvernance ou de gouvernement partagé? Et puis évidemment, ce que je disais tout à l'heure sur la question de la finalité sociale, se dire, alors là aussi, la manière dont l'utilité sociale est définie pour le secteur de l'ESS, disant il y a 3 modalités. Soit le soutien à des publics vulnérables, donc ça, à mon avis, c'est ce qui fait la particularité de ce secteur. En tant que tel, les deux autres aspects, mission participant à la cohésion territoriale et contribution au développement durable, en réalité, ce devraient être des critères pour toute activité économique et toute forme d'entreprise. Brice Couturier. Oui, c'est ce qui est très intéressant. J'ai lu le projet de loi de Benoît Hamon et l'exposé des motifs est très clair. Il veut étendre en fait la logique de l'ESS aux autres secteurs, puisqu'il dit, et je le cite, produire autrement, entreprendre autrement, consommer autrement. Et effectivement, comme vous, Cécile Renoir, il le met en rapport avec la crise de l'économie globale à laquelle nous assistons depuis 2008. Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a d'une part, il y a l'idée que ce secteur de l'économie sociale et solidaire s'adresse prioritairement à ce que vous appelez les publics vulnérables, et c'est absolument essentiel, puisque nous savons que nos économies qui exigent des publics, des salariés de plus en plus qualifiés, rejettent dans le chômage une part croissante des salariés, parce qu'ils ne peuvent plus s'employer. Donc l'économie sociale et solidaire a prioritairement vocation à les mettre au boulot. Alors, vous me donnez une définition plus exacte de c'est quoi un public vulnérable? Écoutez, c'est pas compliqué. Il y a un économiste américain qui vient d'expliquer que si on continue comme ça, il y a plus que 15 à 20% dans 20 ans des Américains qui trouveront un emploi. Parce que les machines, les robots modernes, etc., vont nous remplacer dans tous les domaines. Donc seule une petite partie, une petite frange de gens hyper qualifiés trouveront encore à travailler si on continue comme ça. Autrement dit, ceux qui ne sont pas hyper qualifiés, hyper créatifs et hyper innovants vont se retrouver au chômage. C'est évidemment une société impossible qu'on nous décrit là. Il s'appelle Cowley, l'économiste en question. J'en ai parlé dans ma chronique de vendredi dernier. Si donc l'économie sociale et solidaire a vocation à trouver du travail aux gens qui n'ont pas de qualification, qui ont donc une productivité faible, comme on dit, mais qui ont envie de s'exprimer par le travail, qui ne peuvent pas rester marginalisés à tout jamais.
Stéphane Veillère. Oui, mais on est là face à toutes les contradictions, encore une fois, d'un périmètre qui est très large et qui englobe des projets politiques qui sont aussi différents et des cultures qui sont différentes. On peut en effet voir dans l'économie sociale et solidaire des expériences, notamment d'insertion, qui vont dans le sens de ce que vous dites et sur la création d'emplois pour de personnes vulnérables. Moi, je préfère y voir quelque chose qui est aussi des idées et des principes extrêmement féconds pour essayer d'imaginer un rapport au travail différent. Tout bêtement. Hein. Et quand à l'intérieur de la coopérative que je dirige, il y a des personnes, je ne pense pas qu'elles se considèrent comme vulnérables. C'est pas le problème. Elles ont envie de travailler de manière différente. C'est drôle d'ailleurs parce que sur votre site, Stéphane Veillère, Copanam, la première page, il y a votre nom, Stéphane Veillère, entrepreneur associé, directeur général de Copanam. Et puis cette injonction, cessons de créer des entreprises. Oui. Bah, voilà. Et vous rappelez des phrases, vous faites toute l'histoire au fond de la question de l'entreprise aujourd'hui qui a amené jusqu'au SCOP. Vous citez Raymond Barre en 1979 qui s'adressant aux chômeurs avait dit « Si vous ne trouvez pas d'emploi, créez-le ». Oui, Copanam est comme beaucoup d'autres coopératives ouvrières comme Oxalis, comme Grands Ensembles, comme Vecteur Activité, comme Élan Créateur, est une coopérative ouvrière qui est née du mouvement des coopératives d'activité et d'emploi. L'idée était toute bête, elle était de se dire on envoie trop facilement et trop souvent les gens en effet, alors à l'époque c'était pas de l'auto-entrepreneuriat mais il y avait déjà des choses comme ça, se créer leur propre emploi pour essayer de trouver une solution à leur chômage. Et ça, on les envoyait dans le mur quand on faisait ça. Donc, on a essayé de construire des entreprises un peu différentes dans lesquelles on se disait comment est-ce qu'on fait pour que, à la fois, on puisse nouer un rapport à son travail qui soit autonome et en même temps développer de la coopération et de la solidarité entre nous. Alors, cela dit, souvent, les jeunes entrepreneurs dans l'économie sociale et solidaire ne savent pas forcément bien définir tout de même en quoi, au fond, consiste cette économie sociale et solidaire. Nous avons essayé d'aller un peu sur le terrain, par téléphone. Tanguy Bloom a joint Sylvie Mergue, qui a cofondé en 2007 à Bourgoin-Jallieu une entreprise à 2 et plus entendre. C'est la seule coopérative en activité sur le territoire de Nord-Isère. Elle répond au fond sur la définition selon elle de ce qu'elle a créé là, au micro de Tanguy Bloom. L'économie sociale et solidaire, c'est déjà de pouvoir répondre à un besoin sur notre territoire. C'est vraiment une question de proximité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ce que... Pour moi, l'économie sociale et solidaire, plus que d'en parler, c'est de la vivre au quotidien. Donc, c'est tout ce qu'on met en place et en partenariat avec des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises qui ont envie de se regrouper pour rompre l'isolement du travailleur indépendant. L'avantage aussi pour des entrepreneurs qui exercent dans une coopérative, ils doivent se débrouiller pour développer leur activité, leur réseau de clientèle, mais ils peuvent aussi s'appuyer sur une structure qui va aussi leur permettre de rencontrer d'autres entrepreneurs qui exercent sur le même territoire et peut-être pouvoir trouver des solutions ensemble pour répondre à des marchés, pour pouvoir développer aussi son activité. Voilà, Sylvie Mergue au micro de Tanguy Bloom. Définition qui correspond à la vôtre, Stéphane Veillère. Oui, on a là, et d'ailleurs le projet de loi va venir entériner cette forme d'organisation très particulière qui est en fait l'idée de reprendre la coopération ouvrière telle qu'elle existe depuis 150 ans, mais de faire des coopératives ouvrières ouvertes et multi-activités dans lesquelles n'importe qui, tout seul ou à 2, à 3, à 4, peut venir apporter un savoir-faire et venir développer un métier de manière autonome, mais en construisant collectivement des solidarités sociales. Alors, on évoquait, Brice Couturier le faisait tout à l'heure, au fond, une façon de dire que les ESS seraient héritières des grandes heures du socialisme, de Proudhon à votre arrière-grand-père, Cécile Renoir, Lucien R. Mais tout de même, ce n'est peut-être pas aussi simple. Écoutez donc maintenant Vincent Ricordo, au micro de Tanguy Bloom. Vincent Ricordo, c'est le fondateur de KissKissBankBank, un site de crowdfunding, que vous traduisez comment, mon cher Brice, crowdfunding financement participatif. Oui. Voilà. Et de Hello Merci. C'est une plateforme de prêt des particuliers vers le micro-entrepreneuriat. Et Vincent Ricordo explique en quoi consiste ce crowdfunding et pourquoi cette nouvelle pratique bouscule le système financier.
Le crowdfunding aujourd'hui, c'est une méthode issue des réseaux sociaux et de l'explosion d'Internet qui permet aux gens de financer leurs projets entre eux, en zappant les intermédiaires classiques. On se classe assez difficilement dans l'économie sociale et solidaire. Nous, on se classe plutôt dans l'économie du partage, en fait. Et on est un peu, et souvent dans les médias, on décrit KissKissBankBank comme la banque de l'économie collaborative ou la banque de l'économie du partage. Si je devais caricaturer, vous avez l'économie sociale et solidaire qui est très dogmatique sur ma main gauche, par exemple. Et puis vous avez une économie très ultra-libérale et débridée sur ma main droite. Et au milieu, vous avez l'économie du partage. C'est une économie qui est volontairement axée sur la désintermédiation, donc qui est du coup plutôt libérale, mais qui d'un autre côté reprend les valeurs et les postulats, on va dire, humanistes de l'économie sociale et solidaire. Je ne pense pas que le crowdfunding puisse remplacer les banques. Le crowdfunding, ça répond aux carences du milieu bancaire. Et ça permet aux individus, encore une fois, d'éviter, ou en tout cas de passer en dehors des banques pour pouvoir majoritairement financer des projets qui nous plaisent ou qui nous touchent. On est dans une autre démarche. Donc, je ne pense pas qu'il faille opposer les banques et le crowdfunding. Par contre, assez clairement, on vient se poser en troublion du système financier classique parce qu'on propose du coup aux gens d'utiliser une partie de leur argent, une partie de leur épargne en dehors du système bancaire classique. Alors, les plateformes de crowdfunding se rémunèrent toutes de la même façon. On prend en fait une commission sur les collectes de fonds lorsqu'elles sont réussies, et uniquement lorsqu'elles sont réussies. Donc, nous sommes des outils qui sont rémunérés uniquement au succès. Voilà, Vincent Ricordeau, donc de KissKissBankBank, au micro de Tanguy Bloom. Stéphane Veiller. Oui, mais ça illustre un phénomène... Ne pas confondre ESS et partage, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non, ça illustre un mouvement de fond, sans doute, qui est que la bonne vieille ESS, parce qu'elle est quand même ancienne, elle est en train aussi de rencontrer et de converger d'autres phénomènes qui se sont développés ces dernières années, qui sont l'émergence d'une économie du libre, d'une économie de l'open source, d'une économie collaborative. Enfin, il y a beaucoup de mouvements différents qui convergent, et encore, je reviens à ça, mais je crois que c'est important, qui convergent sur la base de comment est-ce que l'on peut inventer une économie différente en reposant le problème de la propriété, du pouvoir, du rapport au travail. Ce type de questions un petit peu lourdes, mais qu'on oublie souvent d'aborder parce qu'on est tellement obsédé par l'emploi qu'on en oublie de poser ces vraies questions-là. Je vous repose la question très naïvement. Est-ce que c'est un vrai, comme le dit Benoît Hamon, remède à l'emploi ? Non. Cécile Redouard. Pour faire écho à ce que vous disiez là sur ces nouvelles formes d'économie qui voient le jour, par exemple ce qu'on appelle l'économie des biens partagés, c'est dire que plutôt que d'avoir en propriété tel ou tel bien, on achète le droit d'accès à un bien pour un temps, type les Vélib, Autolib ou autres. Je pense que ça, c'est une manière aussi de prendre acte de la transformation de nos modèles économiques et aussi des enjeux liés à la transition écologique et énergétique. On en a peu parlé, mais à mon sens, c'est ça vers quoi peut faire signe aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire. Dire quand on dit lucrativité limitée, c'est dire on est aussi dans un monde dans lequel on ne peut pas rêver d'une croissance telle que nous l'avons connue pendant les 30 Glorieuses. Ça s'est déjà beaucoup atténué ensuite. Et on sait que la croissance, maintenant des travaux d'économistes, montrent comment la croissance est largement assise sur la consommation énergétique. Or, nous n'avons plus les ressources énergétiques disponibles bon marché qui nous permettent d'envisager cette croissance continue dans les années qui viennent. Et en plus, cette croissance est contradictoire avec les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique et les désastres, voire l'effondrement planétaire qui aura lieu si nous continuons sur cette lancée. De ce point de vue-là, je trouve que l'économie, le secteur de l'ESS permet de penser d'autres modèles. Et je pense que de plus en plus, l'enjeu, c'est d'articuler ces tentatives avec des réformes profondes de nos modèles économiques, les business models, les business plans, y compris des grandes entreprises. Stéphane Veiller, oui, deux mots, parce que mon nom est un peu sec à la question de l'emploi, mais en fait, parce que ma réponse s'inscrit tout à fait dans ce que vient de dire Cécile. Non, arrêtons de voir l'économie sociale et solidaire simplement comme un secteur, en se disant on va y investir, l'idée que ça va créer de l'emploi, voilà, tout bêtement. Je crois que c'est
pas ça ce qui est le plus important. Si on se focalise là-dessus, on passe à côté de l'essentiel, qui est qu'il faut inventer une économie différente pour demain et qu'il y a là les fondements pour inventer une économie différente. Boris Couturier. Alors, moi, je voudrais reparler un peu d'idéologie parce que, effectivement, l'économie sociale et solidaire renoue avec les sources d'un certain socialisme français pré-marxiste, je disais. Parce qu'à partir de Gued et de la conversion du socialisme français à l'étatisme, évidemment, ce genre d'auto-exploitation est évidemment interdit. Donc, quelque part, on renoue avec ça. Mais d'un autre côté, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a aussi un refus du patronat d'un élément essentiel de ce projet de loi, qui est que... Les articles 11 et 12. C'est que quand une entreprise... On a assisté à plusieurs reprises à cette absurdité de voir une entreprise fermée parce que le patron s'en va, il en a marre, il n'a pas trouvé de repreneur, et les employés se retrouvent sans boulot, simplement parce que le patron s'en va. Pourquoi ne pas donner effectivement une chance aux salariés de renouer avec ce projet mutualiste socialiste français originel du 19e siècle, qui est, encore une fois, comme les LIP, on produit, on vend, on se paye. C'est pareil, une simple logique, quoi. Alors pourquoi le patronat est-il si hostile à cet article ? Et sans doute justement parce que cela reste extrêmement subversif de poser la question de la propriété. C'est une question de transparence, liée à la transparence ? Au secret ? Non, c'est pas. Non. C'est encore une fois, il y a des questions de propriété, de pouvoir qui se posent. Et quand on gère une entreprise sous forme coopérative ouvrière, donc avec les salariés qui sont les associés, qui élisent leurs dirigeants sur des principes démocratiques, on remet en cause beaucoup de choses sur le mode actuel de fabrication de l'économie. On remet en cause le lien de subordination, on remet en cause la propriété de l'entreprise, la pleine puissance du patron. On remet en cause beaucoup de choses. Ça reste extrêmement subversif. C'est le Renoir, c'est le retour de la propriété, c'est le vol. Non, et ça remet des choses. C'est aussi très subversif à l'égard du mouvement socialiste étatiste, qui déteste également évidemment ce genre d'initiative, parce qu'il veut que ce soit l'État qui contrôle. Et qui est productiviste et qui est... Cécile Renoir. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense que le grand mérite de ce que propose la loi, c'est de redonner un pouvoir d'agir aux salariés et ça, c'est extrêmement important. Alors, le MEDEF, notamment, critique cette loi au nom d'un alourdissement, mais je crois que profondément, il faut voir les effets très bénéfiques, potentiels, pour les entreprises, pour des salariés qui seront capables de reprendre sous forme de scope ou autre ces structures. Et vous savez, ça peut marcher très très bien. Prenez l'exemple, on a parlé de socialisme français et de mouvement mutualiste coopératif français, mais en Grande-Bretagne aujourd'hui, une des principales chaînes de distribution de vêtements, John Lewis, est propriété entièrement de ses salariés. Et c'est une boîte énorme. Et c'est ce qu'on appelle la social innovation. Exactement. Donc ça peut très bien marcher. C'est pas simplement quelque chose qui est réservé, comme on le disait tout à l'heure, au public en difficulté. C'est aussi dans l'économie marchande une place essentielle. Cécile Renoir. Oui. Est-ce qu'il faut s'inspirer de ce modèle anglo-saxon? On dit souvent que le modèle anglo-saxon est plutôt lié à la grande finance et au mal qu'à ce genre d'innovation. Non, mais je pense qu'il y a un effort, alors que reflète bien là, ce projet de loi en France, aussi de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs du secteur de l'économie classique pour encadrer autrement, à la fois, alors il y a une ambiguïté forte des mouvements d'autorégulation d'un certain nombre d'entreprises qui justement préfèrent l'incitation à la contrainte, mais on voit aussi de plus en plus d'entrepreneurs, de cadres dirigeants qui se disent qu'étant donné les règles du jeu mondial qui existent, justement, un grand enjeu est d'arriver à harmoniser ces règles et que, à cet égard, l'incitation est absolument inefficace. C'est-à-dire que des entreprises, si on veut pouvoir améliorer les conditions des salariés d'un bout à l'autre de la chaîne de production pour des multinationales, il faut se préoccuper des conditions sociales pour les salariés des pays du Sud. Et là, on voit bien comment, alors, à la fois au Parlement français, au niveau de l'Union européenne, au niveau international, il y a des efforts pour, par exemple, suite à la catastrophe au Bangladesh, des ateliers de Savare dans lesquels étaient fabriqués les vêtements que nous portons, Gap, Mango ou autres, efforts pour reconnaître la responsabilité des maisons mères ou des entreprises qui achètent à des sous-traitants ces produits.